Bonjour. Donc, je vais juste ajouter que je suis infirmière en soins palliatifs et cela sur le Grand-Duché de Luxembourg et que je suis belge et que j'habite en Belgique. Ça va être Ah, important par après, pour après. Et sinon, donc, je viens de terminer un master en sciences infirmières et donc c'est le mémoire, c'est mon mémoire de fin d'études que je vais vous présenter. Je vais vous présenter aussi le Grand-Duché de Luxembourg. Donc, c'est un petit pays qui se trouve enclavé entre l'Allemagne, la Belgique et la France. C'est un pays qui est connu pour être multiculturel et multilingue. Euh, il y a 47,4% des résidents qui ont une nationalité étrangère, à savoir que ben, les 52 et quelques pourcents qui sont luxembourgeois ont peut-être aussi pris la nationalité luxembourgeoise. Et donc, en fait, il y a 73,7% de la population qui a un passé migratoire et qui peut être direct ou indirect. Donc, s'il est direct, c'est eux qui sont venus sur le territoire. Et si c'est indirect, ça vient des parents ou des grands-parents qui sont venus dans le passé. Il y a aussi une influence transfrontalière dont je fais partie. Et donc, dans les soignants, on retrouve 62,5% qui sont de nationalité étrangère. Alors, les langues qu'on retrouve sur les territoires, il y a tout d'abord le luxembourgeois, le français, l'allemand. Ça, c'est les trois langues que les luxembourgeois connaissent d'office en étant scolarisés sur le Luxembourg, avec l'anglais aussi. Et le portugais, on retrouve pas mal de portugais parce qu'il y a eu une influence migratoire dans le passé. Euh, voilà, il y a ce graphique qui peut montrer en fait, donc c'est un peu comme dans tous les pays, l'immigration augmente et avec elle, ben, les langues. Au niveau des langues, je sais pas si ça se voit fort sur ce graphique-là, mais le luxembourgeois par contre, ben, il est de moins en moins parlé et l'anglais est en augmentation. Dans le milieu des soins, les gens vont parler en fait à 81%, on retrouve le luxembourgeois qui est parlé, 83% des personnes vont parler français, 55% vont parler l'allemand, 36% l'anglais et 15% le portugais. Alors, quand on parle de littératie en France, en santé, il faut que la communication soit claire. Et je pense que ben déjà, il y avait un rapport du Council of Europe qui disait en fait que, par exemple, en moyenne, en Europe, il y a 15% des adultes qui déclarent avoir des difficultés de comprendre déjà ce que leur dit le médecin et 18% des adultes qui déclarent avoir des difficultés à réfléchir aux informations qui sont fournies. Et vous vous doutez bien que quand on ne parle pas la même langue, ben, ça devient plus compliqué et il y a vraiment des risques de malentendus. Le patient, il peut difficilement faire ses propres choix parce qu'il ne peut pas s'exprimer par rapport à ses peurs, à ses ressentis. Et en soins palliatifs, ben, on sait que c'est super important. Et le patient, il peut ne pas se sentir entendu, compris, et les soignants vont avoir du mal à répondre réellement à ses besoins et ça peut donner de la frustration. L'objectif de mon étude était donc d'explorer la perception des infirmières travaillant en soins palliatifs sur le Grand-Duché de Luxembourg, concernant la et leurs compétences culturelles, et d'examiner comment ils la mettent en action dans leur pratique quotidienne. Pour cela, j'ai mené 10 entretiens individuels semi-directifs avec un échantillonnage intentionnel et en boule de neige, avec des critères de sélection. Donc, c'était être infirmier en soins palliatifs sur le Grand-Duché de Luxembourg et parlant français parce que je voulais pas commencer ben, à devoir prendre des interprètes pour traduire le questionnaire culturellement aussi. Et donc voilà, j'ai fait ce choix. Je vais vous définir la compétence culturelle.
qui a en fait la capacité de travailler, de communiquer de manière efficace et appropriée avec des personnes d'origine culturelle différentes. Et Leininger dit aussi que elle permet d'offrir aussi des soins de santé bénéfiques et satisfaisants et pour aider les patients qui sont dans des situations de vie difficiles ou face à la question de la mort. Il y a plusieurs modèles transculturels, infirmiers. Là, je suis infirmière, je suis restée dans les modèles infirmiers. Donc là, le plus connu, je pense que c'est Leininger avec son transcultural nursing et son modèle en fait de Sunrise Model. Ensuite, il y a le modèle transculturel de Purnell, qui est un outil qui est sympathique pour faire des anamnèses et vraiment aller dans plein de sujets culturels avec le patient. Il a aussi écrit un handbook avec, par exemple, plein de questions d'anamnèse. On pourrait y passer des heures et des heures. Et aussi, il fait une description de plusieurs cultures et plusieurs nationalités ou cultures, et avec des définitions et des informations sur chaque culture. Je vais en parler plus tard de ce genre de livre-là, parce que c'est pas forcément le seul. Et par contre, moi, j'ai utilisé pour mon mémoire la théorie de Campina-Bacot, le processus de compétences culturelles dans la délivrance des soins de santé. Elle, en fait, elle a plusieurs concepts dedans. Euh, donc, il y a la prise de conscience culturelle qui est l'auto-examen de son propre bagage culturel et donc la reconnaissance de ses biais et préjugés. Il y a aussi la connaissance culturelle qui est le cultural knowledge. Donc, c'est un processus de recherche et d'acquisition de connaissances sur les croyances et les valeurs du patient. Pour ce processus-là, on peut aller chercher, déjà poser des questions au patient sur ses croyances et ses valeurs. On peut aller aussi rechercher sur Internet, dans des livres ou autres. Les habilités culturelles, cultural skills, donc la capacité à recueillir et à évaluer des données culturellement pertinentes sur l'histoire de santé du patient, donc par le biais d'une anamnèse et de discussions avec le patient. Les rencontres culturelles, cultural encounters, c'est là-dedans qu'on retrouve la partie communication et ça encourage en fait les soignants à s'engager directement dans des interactions interculturelles. Donc, au Grand-Duché de Luxembourg, ben, on est directement dans ces rencontres-là. Je pense que c'est ça qui fait aussi le charme d'aller travailler au Luxembourg. Et il y a le désir culturel qui est en fait qui est en tout, qui englobe les quatre concepts que je viens d'expliquer et qui est la motivation du soignant à vouloir plutôt que devoir s'engager dans ce processus-là. L'une des premières questions que j'ai posées à mes participants, en fait, c'était tout d'abord qu'ils me définissent la compétence culturelle, un terme qu'ils n'ont pas forcément déjà entendu, sûrement pas déjà utilisé. Et ce qui est ressorti, en fait, des qualités qu'ils en donnaient, c'était vraiment tout de suite juste, donc avec une adaptation, un respect, une compréhension, et, l'écoute. Après, je leur ai demandé comment ils percevaient les différences culturelles. Alors, pour eux, quelqu'un qui a une autre culture qu'eux, c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui a d'autres croyances, qui a peut-être d'autres valeurs, et ensuite une autre religion. Donc, la première truc qui était ressorti, c'est quelqu'un d'un autre pays. Alors là, je vais mettre un parallèle avec une étude qui a été faite en Belgique par Claes et Hall en 2020, ça a été menée sur Bruxelles. Et eux, la vision qu'ils avaient d'une personne qui avait une autre culture qu'eux, c'était quelqu'un qui avait une religion musulmane. Donc en fait, c'est aussi par rapport à ce qu'on voit autour de nous. Donc je pense que sur Bruxelles, il y a plus de femmes voilées que sur Luxembourg. Euh, Par contre, il y a un répondant qui avait répondu aussi quand je l'ai interrogé.
quelqu'un qui a une autre culture, c'est quelqu'un qui est différent de moi, et je pense que ça englobe pas mal la définition, parce que c'est vrai qu'on oublie souvent qu'il y a une culture, ben, quelqu'un qui vient d'un autre pays, c'est pas forcément vrai, parce qu'on peut avoir plusieurs cultures dans un même pays. Et en plus, il y a une culture familiale propre à chacun, une culture individuelle par rapport à ce qu'on vit. Donc, voilà. La perception de la multiculturalité, comment ils la perçoivent. Donc, eux, ils la vivent comme quelque chose d'enrichissant. Ça permet l'ouverture d'esprit et elle est ressentie quotidiennement dans les prises en charge. C'est vrai que les soignants, ils aiment la multiculturalité du Luxembourg, et c'est aussi pour ça que, ben, qu'on vient travailler sur le Luxembourg en tant que frontalier. Et voilà, donc c'est pour ça on aime, c'est vrai, les rencontres culturelles données par Campina Bakot. Euh, alors, un petit point sur travailler dans une équipe multiculturelle, parce que c'est vraiment, ben, c'est une plus-value pour le fait d'avoir une équipe multiculturelle, c'est une plus-value pour le patient qui vient d'une autre culture, ou pour tout patient même. C'est perçu comme une richesse parce que ça apporte des visions différentes, ça permet vraiment d'échanger, d'acquérir de nouveaux savoirs, et ça permet aussi de diminuer les stéréotypes, les préjugés et l'ethnocentrisme. C'est aussi travailler, quand on parle d'équipe multiculturelle, c'est aussi travailler dans une équipe multilingue. Donc parfois, ben, par exemple, sur mon lieu de travail, les rapports sont faits en langue luxembourgeoise. Donc ça peut aussi apporter aussi des mécompréhensions qu'on n'aurait peut-être pas en utilisant sa langue maternelle. Par rapport aux besoins de formation, les participants, ils n'ont pas eu cette impression d'avoir déjà eu une formation sur la culture à proprement parler. Maintenant, à savoir que les participants de mon étude avaient eu tous la même formation en soins palliatifs, et que quelques-uns ont dit avoir eu une formation sur les religions et certains rituels par rapport à la mort. Certains ont cité aussi l'apprentissage personnel durant leur vie et durant leur voyage. Et par contre, aucun ne ressent le besoin de formation sur le thème de la culture. Euh, et, mais ils pensent que ça pourrait être intéressant. Et par contre, ben, ça vient déjà un peu par rapport à ce que j'ai dit avant. Donc, ils perçoivent en fait les gens d'une autre culture d'un autre pays. Donc, ben là, il y a déjà quelque chose qu'ils ne savent pas, c'est que la culture, ben, elle est plus proche de nous que forcément d'aller vers un autre pays. Alors certains ont dit qu'ils voulaient, que ça serait plus intéressant qu'une formation, c'est d'avoir un livre avec genre une Bible, en fait, le handbook de Purnell que j'ai cité tout à l'heure. Ben, ils aimeraient bien cette Bible-là sous la main, comme ça, quand ils ont un patient qui vient d'origine chinoise, ben, ils vont voir, tiens, qu'est-ce qu'on fait en Chine, quand, voilà. Et, par contre, je mettrais une attention sur cet usage-là, parce que ça pourrait donner naissance à des préjugés et se dire, ben tiens, voilà, j'ai lu, donc je sais maintenant, donc je sais maintenant que dans votre culture, ben ça se fait comme ça, donc on ne pose plus de questions aux patients. Et par exemple, pour des patients musulmans, ben, on ne viendrait plus à leur demander s'ils veulent un régime particulier, parce qu'on leur donnerait le régime directement sans porc, alors que peut-être ben, peut-être qu'ils en mangent quand même. Donc, alors, comment ils vivent leur multilinguisme en tant que soignants en soins palliatifs? Ben, c'est vraiment considéré comme un atout de connaître les langues. Donc forcément, ben, les natifs luxembourgeois, ils ont plus de facilité parce qu'ils ont déjà minimum trois langues. À savoir que ben, les natifs luxembourgeois qui ont les parents ou grands-parents qui sont portugais, ben, eux, ils ont encore ils ont une quatrième langue d'office. Euh, il faut aussi dire que les personnes luxembourgeoises s'adaptent mieux aux personnes qu'ils ont en face d'eux par rapport à la langue. Donc, le soignant multilingue va s'adapter plus facilement que celui qui parle pas toutes les langues. Et par exemple, ben, les soignants qui ont en face les patients qui ont un soignant
qui parle difficilement luxembourgeois, ben, il va passer dans la langue qu'il parle normalement. Donc, ils vont souvent nous parler en français parce qu'ils pensent qu'on a du mal et tout ça, et ça nous gâche un peu notre exercice en fait de la langue luxembourgeoise. Euh, et donc, les soignants frontaliers que j'ai interrogés dans le cadre de mon étude, eux font des efforts pour parler luxembourgeois. Alors là, comment ils perçoivent la barrière de la langue? Donc, l'usage des langues usuelles du pays peut être considéré déjà comme un obstacle. Donc, c'est vrai que ben, les soignants frontaliers qui apprennent le luxembourgeois et qui ne le connaissent pas parfaitement, ben, ils savent pas tout exprimer dans cette langue-là. Et ben, comme je le disais tout à l'heure aussi, les rapports en langue luxembourgeoise peut donner aussi des problèmes de compréhension. Il y a aussi des problèmes de compréhension qui peuvent subsister si on utilise notre langue maternelle avec quelqu'un qui parle la même langue maternelle que nous. Et voilà, ça existe dans toutes les langues et ça existera certainement toujours. Il y a la présence d'autres langues sur le territoire qui peut engendrer des barrières. Donc, il n'y a pas que les 5 langues que je vous ai citées au début. Il y en a d'autres, hein. On peut se retrouver face à un patient qui parle russe, ou chinois et pas savoir communiquer avec. Et par contre, ce qui est vraiment ressorti dans mes entretiens, c'est que on, on ressent moins peut-être cette barrière de la langue parce qu'on travaille en soins palliatifs et qu'on est souvent confronté à des gens qui ne savent plus s'exprimer. Et donc, on apprend à communiquer autrement. Et c'est vrai que ben, 80% de notre communication, ben, c'est du non-verbal. Donc, les ressources que les participants ont citées, c'est demander de l'aide à un collègue qui parle la langue, à des proches, en sachant ben, qu'il faut faire attention quand on demande de l'aide à un proche parce que c'est quelqu'un qui a, qui est dans l'émotionnel déjà, de un, et puis de deux, ben, il a peut-être pas forcément le même, ben, ils ont peut-être pas le même niveau de littératie, donc on a 2 niveaux de littératie à prendre en compte, celui du patient, celui du proche qui va nous servir d'interprète. Donc c'est toujours un peu compliqué, mais on fait comme on peut à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas toujours avoir des interprètes 24 heures sur 24. Euh, Euh, Après, un interprète, c'est vraiment un métier et eux, ils ont une formation même culturelle par rapport à la langue qu'ils interprètent. Donc, voilà. Ce qui est ressorti aussi, c'est que par contre, comme on est dans un univers multilingue, on aurait peut-être tendance à plus facilement apprendre quelques mots dans la langue du patient pour dire au moins bonjour, comment ça va, ou dire 2, 3 mots comme ça pour rentrer en communication avec le patient. On peut aussi utiliser des pictogrammes. C'est vrai, on cherche aussi le contact visuel, le toucher, ou on utilise la musique et on parle forcément ben, avec les mains, avec des gestes. Et là, je mettrai en attention sur les gestes parce qu'il y a certains gestes qui ne sont pas forcément universels et donc qui pourraient choquer la personne qu'on a en face de soi. Alors, les applications de traduction sont-elles la solution miracle? Alors, elles ont été citées par tous les participants. C'est vrai que c'est un outil qu'on a dans notre poche. On sort le GSM, on met Google Translate et puis on parle dans notre GSM. Le GSM, il va dire tout de suite la phrase dans l'autre langue. Alors, c'est super pratique, mais il faut savoir qu'on ne sait pas on ne sait pas savoir si la traduction est juste ou pas. Et donc, ça peut donner encore plus de problèmes d'incompréhension. Ça peut être très fatigant pour le patient et même frustrant s'il n'arrive pas à se faire comprendre par ce biais-là et s'il ne se sent pas compris comme d'habitude. Et par contre, il faut aussi savoir ben, que certaines langues, elles n'ont pas la fonction audio. Et donc, on ne peut pas parler dans le GSM. Le GSM ne va pas dire dans leur langue ce qu'on dit et on ne saura pas lire non plus parce que il y a des langues qui utilisent d'autres caractères. Donc, par exemple, le tigrinya, ben, qui est une des langues de l'Érythrée,
ben là, c'est pas lisible, ça va pas, et voilà, on n'aura pas l'audio non plus pour l'utiliser. Alors, ce qui a été cité aussi, c'est l'importance de l'attitude. Donc, c'est vrai que l'attitude, c'est très important. Il faut être respectueux, il faut rester humble, il faut prendre le temps et écouter, vraiment prendre le temps et de se dire, ben, même si on parle pas la même langue que la personne, je pense que ça peut se ressentir si on n'a pas envie de rester à ses côtés parce qu'on n'arrive pas à communiquer avec. Donc, c'est vraiment se poser et prendre son temps et montrer qu'on est là. Euh, voilà, il y a le sourire qui a été cité à plusieurs reprises. Et là, par contre, ben, j'ai retrouvé une étude qui date de 2016, qui a été faite sur le sujet du sourire par Chris et al. Et donc, qui disait par exemple ben, qu'une personne qui sourit en Russie, elle est perçue comme quelqu'un de moins intelligent. Donc, voilà. Il y a aussi un livre de David Le Breton, qui est anthropologue, qui est entièrement dédié sur le sourire. Donc voilà, le sourire, il a aussi une part de culturelle. Et voilà, donc mais c'est vrai que en tout cas au Grand-Duché de Luxembourg, ben, quelqu'un qui sourit est quand même perçu comme quelqu'un de plus sympathique. Euh, On ne faut pas oublier non plus le non-jugement qui est une qualité qui est souvent citée dans la compétence culturelle, et le jugement est vraiment ressenti comme un obstacle à la bonne écoute. Et là, donc un petit point sur les préjugés, les stéréotypes. Donc là, les participants, ils ont conscience de leur existence, mais ne reconnaissent pas en avoir. Donc est-ce que c'est un manque de compétences culturelles ou est-ce que c'est un biais de désirabilité sociale? Je pense personnellement qu'on a tous des préjugés, des stéréotypes. Si je vous demande de dessiner un Belge en dessin, vous allez sûrement me dessiner un petit bonhomme avec un cornet de frites. Donc, c'est pas bien méchant. Maintenant, ben, il faut se rendre compte qu'on a des préjugés et des stéréotypes, et ça fait partie de la compétence culturelle, comme de Campina Bacot, et qui disait qu'il faut vraiment faire un auto-examen de son propre bagage culturel et reconnaître ses biais, ses préjugés pour pouvoir les mettre de côté. En conclusion, la compétence culturelle, c'est vraiment ben, une nécessité en soins palliatifs, et parce que l'approche de la mort, ben, c'est une expérience importante, voire même difficile, quelle que soit la culture de la personne en fin de vie. Donc, je vous invite à considérer comment ensemble on pourrait intégrer ces dimensions culturelles dans nos pratiques pour offrir des soins véritablement centrés sur la personne, dans son individualité et sa culture, et quelles que soient ses croyances et ses origines. Donc oui, je pense qu'il y a un besoin vraiment de formation pour apporter plus d'ouverture d'esprit par rapport à l'influence de la culture sur la santé, sur la fin de vie, et surtout pour éviter les préjugés et les stéréotypes. Euh, j'ai trouvé il y a peu de temps une ressource intéressante qui venait de de la Croix-Rouge suisse, donc qui donne vraiment toute une panoplie de modules pédagogiques, de vidéos, et c'est super intéressant si le thème vous intéresse. Voilà, merci.